remercions d'avoir suivi nos travaux. Le point principal qui était à l'ordre du jour portait sur le dialogue. Ce que nous en avons dit, c'est que le dialogue est une vertu ancestrale, cardinale du Sénégal, pays de dialogue. Et aucun fils du Sénégal ne peut refuser le dialogue autour des intérêts supérieurs de la nation. J'ai tenu à féliciter et à remercier le président de la République de se rendre compte, même tardivement, de la nécessité de dialoguer, puisqu'il a raté plusieurs occasions de le faire. À l'occasion de l'acte 3 de la décentralisation, à l'occasion de l'envoi supposé de troupes en Arabie Saoudite, pour, disait-il, aller défendre la Kaaba, à l'occasion du référendum, il a raté plusieurs occasions. Mais les gens disent mieux vaut tard que jamais. Le fait de se rendre compte, après 4 ans d'exercice du pouvoir, que l'exercice solitaire du pouvoir ne menait qu'à l'échec est un mérite à saluer. Le fait de prendre l'initiative d'appeler les autres fils de la nation à la concertation est un mérite à saluer. Cela demande du courage et je pense qu'il mérite d'être encouragé dans cette direction. Le seul problème que je vois, c'est que le dialogue ne devait pas se faire, comme ce fut le cas pour le référendum, dans la précipitation et sous la pression. Et il ne devait pas se faire sous l'emprise de la passion, des manœuvres ou des calculs politiciens. C'est un sujet d'une extrême importance pour notre pays. Notre sous-région est traversée par des tensions importantes et le Sénégal constitue une sorte de refuge, de havre de paix, exemplaire dans son modèle démocratique, doté de ressources humaines de très grande qualité qui rayonnent à travers le monde. Donc, même si c'est tardif, le fait qu'il ait appelé au dialogue est salué. Ce que nous rejetons, c'est le dialogue de circonstances. Lorsque nous avons reçu la lettre d'invitation, j'étais frappé de constater que la lettre n'avait pas de destinataire. Elle est pourtant issue du cabinet du président de la République et porte sa signature. Et ensuite, le monsieur qui nous l'a amené nous a dit qu'il ne connaissait pas l'adresse du siège de Rewmi. Ce qui est extrêmement grave parce que c'est la preuve que dans l'organisation du dialogue, le ministre de l'Intérieur n'a pas dû être associé parce que lui connaît en principe l'adresse de toutes les associations privées, dont les partis politiques en particulier, qu'il doit appeler régulièrement à la concertation. Et ensuite, l'identité de ceux qui doivent participer au dialogue n'a pas été spécifiée. Mais plus fondamentalement, nous avions déjà déclaré par la voix de Thierno Bocoum que nous ne participerions pas à un dialogue de circonstances. Le Congrès l'a réaffirmé. Mais nous sommes tout à fait disposés et ouverts à participer à un vrai dialogue sérieux, portant sur les intérêts supérieurs de la nation, défini dans un cadre inclusif et pluridisciplinaire qui inclurait les anciens chefs d'État, en somme tous les anciens patrons d'institutions, les anciens présidents d'institutions internationales qui sont des Sénégalais, le groupe parlementaire du pouvoir, le groupe parlementaire de l'opposition, la société civile, les syndicats, enseignement, santé, la sécurité, les anciens chefs d'état-major, d'armée, les anciens hauts commandants de la gendarmerie, les anciens directeurs de police nationale,
Donc toutes les personnes, les anciens ministres de la Justice, toutes les personnes susceptibles d'apporter une contribution significative à la définition des priorités nationales. C'est ça que nous avons proposé. Peut-être que l'expression Conseil suprême de la République a pu induire certains en erreur parce qu'ils ont dit du côté de l'APR que nous voulions créer une institution qui se placerait au-dessus du président de la République. Ce qui ne peut en aucune façon me traverser l'esprit. Parce que justement, j'ai bien conscience que les élus sont au-dessus des nommés, puisque c'est les élus qui nomment les nommés. Donc cette institution ne peut pas être placée au-dessus du président de la République. Rien ne peut être placé au-dessus du président de la République dans notre ordonnancement institutionnel. Mais ce conseil, du fait de sa composition, serait dans la hiérarchie des organes de conseil, en dehors du Conseil économique et social, qui inclut des élus, le premier palier. Et sa mission serait très claire. C'est définir les intérêts supérieurs de la nation et les hiérarchiser en 3 catégories. Les intérêts vitaux, c'est-à-dire ceux dont la protection nécessite l'utilisation de nos forces militaires. Les intérêts extrêmement importants, dont la protection peut nécessiter à l'exclusion des forces militaires l'ensemble de notre dispositif diplomatique, et les sanctions qu'autorise la loi internationale, et les intérêts importants qui sont à gérer et protéger, mais qui ne nécessitent ni l'utilisation de la force militaire, ni l'utilisation de notre dispositif diplomatique. Et à côté de ce conseil, on mettrait un observatoire national des engagements politiques et des bonnes pratiques de gouvernance, où un certain nombre de personnalités de très haut niveau siégeraient et seraient ce qu'on appelle en anglais des contract owners dans leur domaine. Ça veut dire une haute personnalité qui serait en charge de recenser tous les engagements souscrits par les leaders politiques en matière d'énergie par exemple, et qui serait chargé de surveiller l'application de ces engagements. Un autre pourrait s'occuper des engagements sur les télécoms. Un autre pourrait s'occuper des engagements sur l'environnement, sur la maîtrise de l'eau. Un autre pourrait s'occuper des engagements sur l'enseignement, notamment en matière d'enseignement supérieur. Un autre pourrait s'occuper des engagements pris sur la justice, etc., etc. Donc 5, 6, 7 personnalités. Et je transmettrai par les canaux appropriés au président de la République les noms auxquels je pense, qui peuvent remplir ces missions. Vous savez, c'est comme au football. Lorsque vous classez dans une équipe Cristiano Ronaldo ou Messi, personne ne se pose de questions par rapport à leurs compétences. Ça doit être la même chose en matière de gestion de l'État. Lorsqu'on nomme quelqu'un, le pays entier doit savoir que ce quelqu'un-là a toutes les aptitudes et tous les attributs pour remplir la fonction pour laquelle il est désigné. Et les Sénégalais sont de bons observateurs, ils connaissent leurs fils, ils savent que certains d'entre eux peuvent parfaitement assumer ces responsabilités-là. Donc voilà ce que nous avons proposé. Maintenant, la Fédération de Mbacké a demandé, à mon grand regret, l'exclusion du frère Omar Sarr, qui est un compagnon, peut-être égaré, peut-être impressionné par le pouvoir, entrepris par le Moustapha Diakhaté et les grands compagnons que je perds, bon, j'y peux rien. Voilà, il est exclu du parti, c'est dommage. Puisque moi, j'aurais toléré qu'il continue d'être là, qu'il continue de dire son opinion, même si c'est contraire aux intérêts du parti. Parce qu'il faut de la démocratie, il faut de la vie. Mais bon, la page est tournée, on avance. Le dernier point, c'est le compte rendu de l'Internationale libérale, où nous sommes membres. J'ai été donc au comité exécutif, nous avons discuté de beaucoup de choses sur la marche du monde. Nous avons discuté par exemple
des menaces que la Russie fait peser sur les anciens pays du bloc de l'Est, l'Ukraine, la Crimée, la Géorgie. Nous avons été visités sous escorte l'endroit où Poutine a installé la barrière de la nouvelle frontière après avoir pris 20% du territoire géorgien. Donc bien sûr, nous avons exprimé là-bas nos points de vue sur la question. Nous avons discuté de la cybercriminalité, des attaques. Vous savez par exemple qu'un pays comme l'Estonie, qui a tout son modèle de gouvernance digitalisé, reçoit parfois des attaques de hackers très performants. La ministre en charge des infrastructures là-bas nous a exposé des attaques qu'ils ont pu juguler, mais par exemple sur une des attaques, la Russie qu'ils accusent aurait utilisé 138 pays différents hébergeurs de serveurs pour attaquer les serveurs de l'Estonie. Ensuite, nous avons parlé des droits de l'homme, bien sûr, puisque nous avons une commission pour parler des droits de l'homme. Bien sûr, j'en ai profité pour évoquer pour le Sénégal le cas Karim Wade, parce que le groupe de travail des Nations Unies avait émis un rapport disant que le Sénégal était en faute par rapport aux articles 9 et 10 des chapitres 1 et 3, je crois, qui disent que la détention en définitive est arbitraire parce que n'étant pas respectueuse d'un certain nombre de dispositions légales garantissant les droits du citoyen. Et je leur ai dit, c'est un dossier qui concerne deux libéraux, le président Macky Sall et son ancien mentor, le président Wade, qui est le père du libéralisme, avec qui j'étais tout le temps à l'international libéral, et que les libéraux ne pouvaient pas se taire sur cette question. Donc, naturellement, notre commission des droits de l'homme s'en est saisie et j'ai informé d'ailleurs le président Macky Sall par le canal de son ministre des Affaires étrangères de prendre les dispositions utiles pour fournir les éléments s'il en a, tout comme j'ai prévu de saisir le PDS pour qu'ils fournissent eux aussi leurs éléments afin que les libéraux se saisissent de la question avant que le groupe de travail n'aille plus loin dans les menaces sur l'image du Sénégal. Nous avons parlé bien sûr du grand dossier du moment, le terrorisme. Et bien évidemment, je leur ai dit ce que j'en pensais. La solution, c'est l'éducation, le respect mutuel, les échanges culturels. Ça, c'est la solution durable. Bien sûr, les solutions sécuritaires, l'utilisation de la force militaire reste quand même importante pour éviter un certain nombre de dérapages et de dysfonctionnements du climat international. Mais ce sont des solutions à court terme. D'ailleurs, un sondage réalisé aux États-Unis vient d'établir que près de 54% de la population américaine désapprouve la gestion de leur gouvernement du dossier Daesh. Nous avons également pris un certain nombre de dispositions, adopté nos comptes financiers et j'ai été assez fier lorsqu'on a annoncé que le président Ouattara de Côte d'Ivoire a donné une subvention importante au réseau des partis libéraux africains et au réseau international. Et bien évidemment, cet argent doit servir à l'Afrique. C'est ça que j'ai défendu en disant que, bon, il n'a pas donné pour l'instant grand-chose. Hein. Il a donné 150 000 $ à l'international libéral et j'ai demandé que Macky Sall et d'autres, bon, le leader du Burundi malheureusement est dans une situation difficile, même libéral, mais que d'autres contribuent et que cet argent donné par des leaders libéraux africains revienne à l'Afrique pour promouvoir
la promotion, si j'ose dire, excusez la répétition, pour promouvoir les femmes, promouvoir les jeunes Africains, et puis voilà, que ça serve à ça. Donc nous avons retenu de nous retrouver à Marrakech en novembre pour le prochain comité exécutif, et j'espère que notre parti y sera également présent, même si ce n'est pas moi au niveau personnel, des Fall et d'autres pour valablement représenter le parti. Voilà, donc je vous remercie infiniment.